Le meurtrier d'Aurélie avait prémédité son geste, il a laissé une lettre. Cet homme avait violé une autre jeune femme la veille, connue de la police auparavant pour harcèlement téléphonique et entendue pour agression sexuelle. Ses affaires n'avaient jamais été recoupées, il n'avait pas de casier judiciaire, il n'avait jamais été mis en examen. Après le violent séisme de samedi, le Japon a enregistré des centaines de secousses aujourd'hui. Les dégâts sont imposants. Routes fissurées, glissements de terrain, un millier de blessés, une vingtaine de morts, plus de 130 000 foyers privés d'électricité. L'Amérique rentre dans sa dernière semaine de campagne électorale. Dans les États qui peuvent basculer, les militants font du porte-à-porte pour arracher les voix des indécis. Un système méticuleux, planifié, organisé. L'anglais sera-t-il enseigné dès le primaire, dès le CE2? Le rapport Tello sur l'avenir de l'école soutient cette proposition. Il est vrai que les jeunes Français ont un des niveaux les plus bas en Europe. L'événement cinéma avec la sortie d'un long dimanche de fiançailles. Audrey Tautou joue Mathilde, une jeune fille persuadée que son fiancé n'est pas mort dans les tranchées en 1917 et se fie aveuglement à son intuition amoureuse. Un film signé Jean-Pierre Jeunet qui réunit à nouveau le réalisateur et l'actrice du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, l'équipée meurtrière en Vendée. 24 heures après le drame, on en sait davantage sur la façon dont l'assassin d'Aurélie a procédé. D'abord, parce qu'il a laissé une lettre, son acte était prémédité. Ensuite, parce qu'il y avait des témoins à chacune des étapes qui ont abouti à l'enlèvement et au meurtre de l'adolescente. François Privat, Jacques Deveau. La cavale s'est achevée sur ce parking d'Aiguillon-sur-Mer. 2 gendarmes repèrent la voiture du fugitif. Ils s'en approchent, tentent de parlementer avec l'homme qui les menace avec un fusil à canoncier. Subitement, il abat son otage, Aurélie, 16 ans, avant de retourner l'arme contre lui. Au bout de quelques instants, un deuxième véhicule de gendarmerie arrive et sans prévenir, l'intéressé fait feu sur la jeune fille et se tire une balle dans la tête. La prise d'otage a débuté ici, au domicile d'Aurélie, à Jars-sur-Mer. Cet après-midi, la famille de la jeune fille s'est réunie dans une maison marquée par le drame. Hors caméra, l'oncle d'Aurélie nous affirme que depuis 1 an et demi, ses proches sont régulièrement menacés de mort au téléphone par Bruno Noyer. Des faits confirmés par une amie de la famille. Au téléphone, il la menaçait de mort. Alors, toute la famille est allée porter plainte à la gendarmerie. Mais voilà, elle n'a pas été surprotégée. Voilà l'erreur. Le 10 août dernier, la maman d'Aurélie a effectivement porté plainte. Les gendarmes de Talmont-Saint-Hilaire placent Bruno Noyer en garde à vue. Il est finalement remis en liberté, mais s'engage à ne plus revoir la jeune fille. Quelques jours auparavant, l'homme de 43 ans a séjourné avec Aurélie dans ce centre équestre. On n'avait pas décelé quoi que ce soit d'inquiétant, plus que de raison. L'été dernier, le comportement de Bruno Noyer avait intrigué plusieurs commerçants de Jars-sur-Mer. Il était bizarre. Il n'avait pas une tête... Il mettait mal à l'aise. C'est une personne qui mettait mal à l'aise. Il nous regardait bizarrement, il nous regardait d'une façon... Un gâchis pour cette voisine de la famille qui n'en dira pas plus. Entre la gêne et le malaise, à Jars-sur-Mer, on garde pour soi ses sentiments. Bruno Noyer était connu des services de police, entendu pour agression sexuelle. Il n'avait jamais été mis en examen, il n'avait pas de casier judiciaire. Cet homme de 43 ans vivait dans un quartier populaire de Dieppe. La veille du drame, il a violé une jeune femme qui a porté plainte. Elle l'a identifiée, mais là encore, le lien entre cette affaire et Aurélie, dont il est question dans la lettre, était impossible à faire à ce moment-là. Christelle Bertrand, Valérie Lucas. Bruno Noyer avait 43 ans. Cet ex-boxeur au physique imposant d'1,86 m habitait Dieppe, dans la même maison depuis de nombreuses années. Il vivait seul avec ses chiens dans ce petit appartement. Hier, la police a fouillé 2 fois avant d'apposer les scellés. Ici, on se souvient d'un homme agressif qui accostait les jeunes filles en pleine rue. Il draguait les petites minettes, souvent. Comment vous êtes aperçu de ça? Bah, tout le temps, il était tout le temps ici et il parlait avec les petites minettes qui montaient, comme on dit. Bruno Noyer était séparé de sa femme, avec qui il avait un garçon d'une quinzaine d'années. Sans travail, il parlait d'Aurélie beaucoup et à tout le monde. Il avait sa photo, de toute façon. Il faisait voir sa photo. Il était amoureux, ça c'est sûr. Hein. Et comme je disais, le peu d'argent qu'il avait, c'était pour aller là-bas. Mais vendredi, avant d'aller rejoindre Aurélie en Vendée, Bruno Noyer a violé une femme. Comme Aurélie, il l'a harcelée au téléphone pendant plusieurs jours, puis il a réussi à la convaincre de venir chez lui. Cette jeune femme de 19 ans a porté plainte. Une fois que la victime a été longuement entendue, mes collègues ont cherché à interpeller l'individu sur le matin du samedi, individu qui était déjà parti de chez lui. La police le connaît depuis 2001.
Première plainte pour incitation à la débauche sur mineur, classée sans suite. 2003, autre plainte. Cette fois, c'est pour agression sexuelle sur mineur, elle aussi classée sans suite. Ce matin, c'est pour une affaire de meurtre que Bruno Noyer fait la une des journaux. On l'a dit, la famille d'Aurélie avait porté plainte pour harcèlement téléphonique et à travers cette affaire se pose la question des recours qui existent lorsqu'on est victime d'appels malveillants. Quelles sont les procédures qui peuvent prémunir de l'obsession inquiétante d'un amoureux éconduit ou d'un inconnu qui se manifeste régulièrement? Que dit la loi? Une mineure est-elle mieux protégée? Les réponses avec Stéphane Bretner. Harcelé jusqu'à être menacé de mort. Nous l'appellerons Sherazade. Sa famille l'a obligée à épouser un homme dont elle ne voulait pas. Je vivais cachée, je pouvais pas aller travailler. J'avais un de mes patrons qui me raccompagnait donc, par la porte arrière en voiture, qui me déposait vraiment en bas de chez moi. Il fallait attendre des heures, donc c'est pas une vie. Dans la majorité des cas, les personnes harcelées n'osent pas porter plainte, surtout quand il y a eu une relation amoureuse. Difficile alors de sentir le moment où la personne qui était conduite tourne mal. La frustration peut générer parfois un passage à l'acte irréversible. Et malheureusement, je peux vous dire que dans ce cas de figure, le passage à l'acte est imprévisible. Le harcèlement téléphonique n'est pas une agression physique, mais dans le cas des mineurs, les harceleurs sont généralement convoqués par les gendarmes ou les policiers. Après audition, il n'y a pas forcément de mise sur écoute ou déclenchement d'une enquête. C'est à l'appréciation de la justice et de la police. Vous avez tous les cas de figure qui peuvent se présenter, des jeunes qui vous racontent des bêtises. Vous avez des adultes qui eux aussi vont vous cacher toute la vérité. Donc il faut vraiment prendre chaque situation comme des situations très très particulières. Les associations conseillent systématiquement de porter plainte. Que la victime soit mineure ou majeure, une personne jugée pour harcèlement téléphonique encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le Japon confronté à des centaines de secousses qui ont suivi le violent tremblement de terre qui a fait la veille une vingtaine de morts et près d'1 millier de blessés. À Tokyo, une cellule de crise a été mise en place et dès ce matin, chacun a pu prendre la dimension de ce tremblement de terre, le plus meurtrier depuis 10 ans. Les dégâts sont impressionnants. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. Coupés du monde depuis 24 heures, les habitants de ce petit village de montagne ont enfin pu être évacués. Une aide venue du ciel, puisque l'unique route a été emportée par une coulée de boue. Partout, dans la région de Niigata, la zone la plus sinistrée, de longues plaies ouvertes. Le séisme s'est produit entre 10 et 20 km sous terre, ce qui est peu profond et ce qui explique la violence des tremblements. Ici, la route s'est littéralement effondrée dans un virage. Ailleurs, c'est un camion qui a été emporté avec le morceau de bitume. Et puis un peu plus loin, ce train à grande vitesse. Lancé à 120 km/h, il a été éjecté des rails, pas une égratignure parmi les 150 passagers, un miracle. 70 000 personnes ont déjà quitté leur domicile et 200 000 foyers sont privés d'électricité. Dans les hôpitaux, les blessés continuent d'affluer. Nous sommes totalement débordés et nous n'acceptons plus que les blessés les plus gravement touchés. C'est le séisme le plus violent depuis celui de Kobe en 1995 qui avait fait plus de 6 000 morts. Ce soir, Tokyo a annoncé qu'un tremblement de terre encore plus fort pourrait survenir dans les prochains jours. Alors que s'ouvre aux États-Unis la dernière semaine de campagne électorale, les sondages n'arrivent toujours pas vraiment à départager les deux candidats à la Maison-Blanche. Tous les regards se tournent maintenant vers les États qui peuvent encore basculer du côté républicain ou du côté démocrate. À l'exemple de la Pennsylvanie où des bataillons de militants font du porte-à-porte pour arracher les voix des indécis. Chaque voix compte. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Alors toi tu prends les numéros impairs et moi je prends les pairs dans cette rue. Bob et Amy n'avaient jamais mis les pieds dans cette petite ville de Pennsylvanie. Militants pro-Kerry, ils sont venus spécialement de New York pour passer le week-end à faire du porte-à-porte. Leur première mission, s'assurer que les électeurs démocrates participeront bien au scrutin. Je voulais juste vous demander si vous allez bien voter le 2 novembre. Oui, oui. Et je peux vous demander pour qui? Kerry. Les sondages téléphoniques réalisés par le Parti démocrate ont aussi identifié quelques indécis. Ce sont eux qu'il faut convaincre, en trouvant les bons arguments. L'un des principaux sujets de conversation, l'Irak et la façon dont John Kerry s'est opposé à la guerre.
John Kerry dit que personne n'est aux côtés des Américains en Irak. Mais les Anglais sont là-bas. Il y a d'autres pays qui n'ont envoyé personne, c'est leur décision, c'est tout. Ils voient des pubs à la télé, ils reçoivent des prospectus, des coups de téléphone, mais rien ne vaut le contact humain pour les faire basculer. C'est ce qu'on essaye de faire, et apparemment, ça marche. Scranton est un bastion démocrate, mais George Bush est venu à 3 reprises ici. Et le Parti républicain compte maintenant sur son armée de bénévoles pour arracher les voix et espérer l'emporter en Pennsylvanie. À 27 ans, Ryan coordonne toutes les opérations de terrain dans la région. Ici aussi, on harcèle les lecteurs au téléphone, quartier par quartier, du matin au soir. Une opération commando soigneusement préparée depuis des mois. Ryan n'en est pas peu fier. On voudrait que dans chaque circonscription, les bénévoles atteignent, voire dépassent les objectifs fixés par le quartier général de la campagne à Washington. Nous sommes des soldats et on applique leurs ordres. Chaque camp promet une dernière semaine encore plus intense que les précédentes, persuadés que la victoire n'est possible que s'ils maintiennent leurs efforts jusqu'à la dernière minute. Partons maintenant pour le Montana, l'Amérique des grands espaces, où l'esprit de conquête est encore très présent. Le Montana est fier de son conservatisme, acquis depuis toujours aux républicains. On y trouve bon nombre de milices qui se situent à l'extrême des idées développées par George Bush, comme le montre ce reportage de Loïc Delamornay et Emmanuel Beck. Pour trouver Noxon, il faut d'abord traverser les plaines embrumées de l'Idaho, puis s'égarer dans une nature majestueuse, avant de venir se perdre dans les forêts du Montana. Dans cet état grand comme les 2/3 de la France, les rares relais routiers s'appellent encore saloons, et dans le coin pour l'animation, c'est ici que ça se passe. 300 habitants et 2 bars à 30 km à la ronde. Aujourd'hui, une fête de village est organisée. À Noxon, on aime les goûts simples, à l'ancienne, et on revendique l'esprit des pionniers. Nous sommes ceux qui représentent l'essence même de l'Amérique. Les fondements de notre culture sont Dieu, la liberté et les droits. Nous sommes des fermiers, des propriétaires terriens, pas des boursicoteurs. L'attraction du jour, c'est la représentation de Jim l'Indien. Clou du spectacle, la coupe d'un melon en pleine course. Mais derrière le folklore, la culture des armes est ici, encore plus qu'ailleurs, le credo inébranlable des habitants. Je ne crois pas que les gens de l'autre bord, je veux dire les démocrates, réalisent à quel point nous sommes sérieux sur ce sujet. S'ils instaurent un contrôle sur les armes, nous n'accepterons pas. Et ce sera la guerre civile. Chacun des types que je connais ici ne rendra jamais ses armes. L'un des rares candidats démocrates de l'État, c'est Jim Elliott. Pourtant, contre la ligne officielle de son parti, il défend lui aussi la libre circulation des armes. Ici, on a besoin de nos armes pour se protéger. Je ne vois pas de contradiction à être un homme de gauche, fidèle aux valeurs démocrates, et en même temps à être membre de l'Association nationale pour les armes à feu. Soudain, le démocrate est pris à partie par Caroline, une femme aux convictions ultra-conservatrices. On m'a dit que tu avais fait un commentaire sur mon mari dans une interview à la radio publique, que tu l'avais traité de terroriste. Ah bon? Je me rappelle pas. On t'a dit quoi? On a quand même le droit d'avoir ses opinions, non? Je suis contre l'avortement, contre le mariage gay, contre les activités homosexuelles, contre l'abandon de nos valeurs chrétiennes. Le mari traité de terroriste, c'est lui. Fondateur de la milice du Montana, il dénonce le pouvoir fédéral de Washington depuis 10 ans et se prétend menacé par les agents du FBI. Ils avaient l'habitude de pointer leur viseur laser sur mon front, vous savez, le petit point rouge sur le visage quand vous êtes dans leur ligne de mire. Tout ça parce que nous avons créé la milice du Montana pour que nos compatriotes américains s'élèvent contre ce régime de gouvernance mondiale. John nous conduit dans un bar, exceptionnellement ouvert par l'un de ses amis, pour que nous soyons seuls. Il veut nous montrer la revue de la milice et des documents confidentiels, dit-il. Nous croyons que c'est cet avion de la CIA qui a télécommandé les Boeing du 11 septembre. On l'appelle l'Étoile Noire, un engin supersonique qui peut prendre le contrôle d'un avion de ligne à distance. Grâce au prétexte terroriste, 118 lois ont pu être votées pour restreindre nos libertés et permettre à cet empire de domination qu'est notre gouvernement de contrôler les Américains. En campagne contre son gouvernement, John n'ira pas voter.
Dans leur écrasante majorité, les autres habitants de Knoxon choisiront George Bush, farouchement attachés aux valeurs traditionnelles de leur État, qu'on appelait, il n'y a encore pas si longtemps, le Far West. Aucun répit en Irak après les attentats suicides d'hier contre des policiers. 49 soldats ont été massacrés dans une embuscade la nuit dernière. Il s'agit de jeunes recrues dont les corps ont été retrouvés couchés, une balle dans la tête au bord de la route. Une exécution en règle alors que ces soldats rentraient chez eux en minibus après un entraînement. En Afghanistan, le dépouillement des bulletins est presque achevé. Hamid Karzai, le président sortant, obtiendrait la victoire dès le premier tour. Pour l'instant, aucune déclaration officielle. Hamid Karzai dépasse les 4 millions de voix, soit la moitié des votes exprimés. En France, une campagne choc contre l'antisémitisme devait être diffusée à partir de la semaine prochaine dans la presse sur les clichés, les visages de Jésus ou de Marie tagués avec ces mots « sale juif » ou « sale juive ». Une campagne volontairement provocatrice pour faire passer l'idée que l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous. Face aux premières réactions de rejet, l'Union des étudiants juifs de France a décidé de faire marche arrière et de modifier sa campagne. Laurence Decherf, Jean-Marc Nucnouk. Jésus tagué de l'insulte « sale juif » et la Vierge Marie injuriée de la même manière avec un slogan pour ces deux affiches, l'antisémitisme et si c'était l'affaire de tous. Depuis plusieurs jours, ces deux images que les étudiants juifs de France avaient imaginées suscitent une polémique. Ce choc, il se veut positif. Il veut aujourd'hui provoquer chez chacun la conscience qu'il y a une violence qui est terrible dans l'antisémitisme et que cette violence est l'affaire de tous. Insulter Jésus, c'est insulter tous les hommes. Les catholiques, eux, ne l'entendent pas de la même façon et ne comprennent pas le message de ces affiches. De toute façon, ils veulent choquer en mettant sale juif, donc voilà, mais c'est tout, c'est la provoque. C'est pas possible de comprendre un message comme ça. Alors ça, c'est vraiment pas possible, parce que là, c'est trop choquant. Pour certains, cette campagne va trop loin et semble même considérer les catholiques comme antisémites. Je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais c'est du second degré déjà. Et une bonne campagne de com, ça se fait au premier degré, ça se fait pas au second degré. Moi, je suis pas choqué parce que c'est le juif que j'aime et j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas être catho et antisémite, c'est contradictoire. Avant même que cette campagne ne démarre, la LICRA a demandé la suppression de ces images jugées contre-productives. L'image du Christ et l'image de Marie, c'est sacré. Je veux dire, on n'a pas à s'en servir. Et puis je vous rappelle que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est pas un problème de religion. C'est un problème politique et un problème éducatif. Face à la pression, les étudiants juifs de France ont décidé de supprimer ces affiches et de reporter leur campagne contre l'antisémitisme. En éducation, le fameux rapport Tello sur l'avenir de l'école préconise l'apprentissage de l'anglais dès le CE2, une piste qui est soutenue par le gouvernement. Il est vrai que les jeunes Français ont l'un des niveaux les plus faibles en Europe, un niveau qui a même baissé ces dernières années. Signe des temps, un élève sur deux aujourd'hui suit pourtant une initiation dès le CM1. Dans ces cas, les résultats sont meilleurs à l'entrée au collège. Reportage Stéphanie Davoigno, Alain Locaccio. Relativement médiocre. Voilà comment sont jugés les résultats en anglais des petits Français. Ils décrochent même la plus mauvaise place d'une étude menée dans 7 pays européens. Pourtant, dans cette classe de 6e, les mots viennent presque naturellement. Her family name is Turner. Could you speak up, please? Cooper. Her family name is Cooper. La recette, tous ont suivi des cours d'anglais depuis le CE2. Et ils ne le regrettent pas. Ça s'est bien passé, j'avais bien appris. Et on est arrivé ici en sachant assez de choses. Tout le monde connaît l'anglais, donc c'est plus facile si par exemple on voyage dans d'autres pays. On obtient vraiment le meilleur d'eux-mêmes dans les premières années. C'est sûr que s'ils ont un bon départ en anglais et que l'anglais est appris de manière ludique, on peut après en faire de bons élèves en anglais. L'anglais obligatoire dès le primaire, cette proposition du rapport Tello séduit le gouvernement. Cela pourrait être en place dès la rentrée prochaine. Mais les maîtres d'école sont-ils formés pour donner ces cours de langue? Non, répond cette présidente d'association de parents d'élèves. Dans son école primaire, elle s'est battue pour qu'une américaine intervienne 2 fois par semaine dans les classes. C'est, je pense, avant tout à cet âge-là, un moyen d'ouverture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aborde une autre langue, on prend conscience qu'on n'est pas seul, donc on va s'intéresser aux autres, donc à leurs différences. Who is the baby of the group in this class? Il ne faut pas rêver, les enfants ne seront pas bilingues à la fin du CM2. Mais en Espagne, par exemple, où l'on apprend désormais l'anglais dès 8 ans, le niveau général a largement progressé.
En médecine, à l'occasion de la journée nationale contre l'ostéoporose, intéressons-nous à cette maladie silencieuse qui fragilise les os. Une femme sur 3 est menacée par cette diminution de la masse osseuse, une fragilité qui vient avec l'âge. La meilleure arme, c'est la prévention. Frédéric Monteil, Nathalie Gallet. 1m62, 63. Vous avez 1m56. Ouais, ça vous avez perdu 6 cm. 1m56 exactement. Cette toise-là, elle ne ment pas. La toise de vérité, un bon moyen pour détecter une éventuelle ostéoporose. Si on a perdu plus de 3 à 4 cm, on sait que c'est un facteur de risque d'ostéoporose et donc il faut consulter son médecin. Et le risque est bien réel, surtout chez les femmes de plus de 50 ans, car l'ostéoporose touche actuellement 4 millions de personnes en France, près de 200 000 fractures. Cette maladie fragilise les os. Sur ces radios, on distingue bien des vertèbres rongées par l'ostéoporose. Elles sont quasiment transparentes. L'os a perdu sa densité normale. Avoir fait déjà une fracture expose aussi à faire d'autres fractures, multiplie par 4 le risque d'une autre fracture vertébrale, multiplie par 2 le risque d'une fracture du col du fémur. Des fractures, Martine Cohen-Potin en a déjà subi 2. Depuis 15 ans, elle soigne son alimentation et sa forme physique pour diminuer le risque de récidive. Ma mère s'était cassé 2 fois le col du fémur et que la seconde fois elle en était morte, mais j'essaye de ne pas y penser et de vivre le plus normalement possible. Pour l'instant, il n'existe pas de médicaments miracles. Seuls quelques traitements à suivre au cas par cas permettent d'augmenter la masse osseuse. C'est demain que commence cette campagne de prévention contre l'alcool à destination des jeunes, avec cette idée simple, ne pas prendre le volant et le laisser à celui qui est sobre. Une pratique qui devrait se généraliser, en particulier le samedi soir à la sortie des boîtes de nuit, comme le montre cet exemple à Vesoul, où cette discothèque n'a pas attendu la campagne pour parler des méfaits de l'alcool. Reportage Marion Pilas, Virginie Travers. Cette nuit, ils étaient 1200 à danser en rythme sur la piste du Manouchka. Une des plus grosses discothèques de Haute-Saône, une discothèque au discours peu ordinaire. Le conducteur, c'est donc bien celui qui reste sobre. C'est le même refrain depuis 8 ans. Visiblement, les habitués ont compris et appliquent les consignes à la lettre. Je conduis pas. Alors j'en profite, hein. C'est l'occasion jamais. C'est pas qui conduit, toi. Et alors, vous allez voir quoi? Du coca. Car ce soir, le contrat est clair dès l'entrée. Vous conduisez? Les jeunes conducteurs volontaires confient leurs clés de voiture. Ils les récupèrent à la sortie si le test du ballon est négatif. Ah, mais tout en toute sécurité. Notre objectif n'est pas de leur dire ne buvez pas dans les soirées. C'est utopique de penser que les jeunes ne vont pas boire. Mais de dire le conducteur, lui, ramène ses copains en toute sécurité. C'est des opérations ponctuelles. On en fait 3 à 4 dans l'année. Et ce qui est important, c'est de fidéliser cette clientèle et de les retrouver le samedi d'après. Hier soir, presque 300 conducteurs ont accepté de souffler dans les tylotests. À leur sortie de discothèque, 90% d'entre eux ont pu reprendre le volant. À Vesoul, on a manifestement appris à s'amuser autrement. À quelques jours de la Toussaint, les chrysanthèmes sont déjà cueillis et emballés avant d'être acheminés vers les fleuristes. L'essentiel de la production se fait dans l'ouest de la France. Jacques Deveau, Michel Hiver. Les clients sont déjà là. À une semaine de la Toussaint, les premières fleurs quittent les serres de Patrick Prodhomme. Cet horticulteur de la région de Rennes va fournir en quelques jours 8000 chrysanthèmes et 400 cyclamènes. Un volume important pour un petit producteur. Il ne faut surtout pas se rater à cette période-là. Et bon, surtout par les temps qui courent. Donc ce que nous espérons, c'est que la Toussaint va être bonne. Parce que tous les producteurs en ont vraiment besoin cette année. Parce que avec l'énergie qui va bientôt augmenter, qui a déjà augmenté pour ceux qui sont au fioul, mais avec le gaz qui va sûrement reprendre. Donc on est nombreux à se poser beaucoup de questions. Fleurir les tombes à la Toussaint reste une tradition bien ancrée en France. Il s'est vendu 26 millions de chrysanthèmes en 2000. Joël Lerambert espère vendre entre 5 et 600 pots sur 2 magasins. Et si pour l'heure les commandes sont rares, il ne s'inquiète pas. Que ce soit d'ailleurs pour la Toussaint ou pour d'autres fêtes, c'est au dernier moment. Avant, les gens passaient souvent leurs commandes.
De moins en moins. De moins en moins, c'est un phénomène de société, je pense. Hein. Les gens ne veulent pas se contraindre. Depuis une quinzaine d'années, le chrysanthème multifleur domine le marché. Plus facile à produire, il est aussi moins onéreux. Il faut 9 mois pour amener un chrysanthème à maturité. Notre plante est cultivée en plein champ. On la rentre au début octobre. Et là, donc, si vous voulez, on l'affine. Et donc c'est une plante qui est plus robuste et qui tient mieux. Le chrysanthème reste la fleur du cimetière. 9 achats sur 10 se font pour fleurir une tombe. Fleur de cimetière et fleur d'un jour, passé la Toussaint, il ne s'en vend quasiment plus. Avec le début des vacances de la Toussaint, les premières stations ont ouvert leurs portes. Le beau temps était de la partie. Les fous de la glisse ont pu profiter de ces glaciers d'altitude pour s'en donner à cœur joie. Reportage à Tignes en Savoie, Stéphanie Labrousse, Marc Brandt. 3 semaines déjà que le glacier de la Grande Motte est ouvert. Entre 3600 et 3000 mètres d'altitude, les fondus de glisse sont venus se remettre en jambes. Ça va très vite sur les pistes et non, c'est agréable. Après l'hiver, on se fait moins plaisir sur piste quand il y a trop de monde. Pour la première descente de l'année, j'ai toujours un peu d'appréhension ou d'excitation. Et puis après, cela devient super. Ton virage, il est rond. Chaque fois, tu fais suivage comme ça. Seul le glacier est accessible. Pour l'ouverture du domaine skiable, il faudra attendre refroidissement et chute de neige. La fréquentation est pourtant au rendez-vous, sans être comparable bien sûr aux vacances de Noël. Beaucoup de clubs de ski, mais pas seulement. À partir des vacances de la Toussaint, donc des gens qui viennent avant tout en week-end pour skier, donc une clientèle de proximité, et effectivement une clientèle qui reste aussi à la semaine, qui sont férus de ski et qui ne peuvent pas attendre décembre pour venir skier. Cette famille, par exemple, vient d'arriver de Haute-Savoie pour 7 jours. Pas question d'attendre l'ouverture des stations proches du domicile. L'envie de skier a été la plus forte. On voit les premières neiges depuis chez nous, là, et puis on se dit, là, ça commence à nous démanger dans les jambes. Et après, quand ça démange, c'est bon, faut y aller, quoi. Y aller pour retrouver les sensations dont personne ici ne peut se passer. Plus le plaisir de skier et de retrouver le contact avec la neige et les skis, quoi. Et en plus il fait beau. Et en plus il fait beau. Hein. Beau et chaud comme en plein été, un paysage de rêve et un sacré privilège, il faut bien l'avouer. Un dimanche d'automne qui prend les couleurs de l'été sur la Côte d'Azur, une douceur estivale. Dépêchons-nous d'en profiter. Nathalie Jourdan, Gaël Caron. Pull ou maillot, aujourd'hui les frileux ont choisi trop tôt. Je vais vite l'enlever, je pense. 25 degrés sur la plage, Emma, 14 mois, voit le sable pour la première fois. On préférait aller à la piscine quand il y avait beaucoup de monde. Maintenant qu'il y a moins de monde, elle découvre on profite, quoi, de la plage. Bientôt, elle aussi jouera à vider la mer, mais le concours d'architecture éphémère a déjà son lauréat. Pour faire un immeuble, là. Un immeuble, carrément? Avec des petites fenêtres. Quelques pâtés plus loin, on lit ou on fait semblant. Une eau à 20 degrés, c'est tentant, mais surprenant. J'ai une maison ici, mais c'est la première fois que je me baigne en octobre. La sportive, le donjon et les bronzeuses, on retrouve le casting de l'été. Votre première exposition au soleil? C'est-à-dire que non, pas vraiment. Mais c'est que naturellement, ça n'est pas très fructueux, si vous voulez. Allez, avec un peu de persévérance, ça finira par payer. Demain, 2e jour de chance sur la Côte d'Azur. Le soleil fera encore de belles percées. Venons-en à cette découverte archéologique d'importance. À l'abri des siècles, des vestiges de colonnes et de statues grecques ont été retrouvés par hasard et près du rivage, au large d'une plage en plein centre-ville de Marseille. Isabelle Stess, Christophe Larocca. C'est au hasard d'une plongée près des côtes marseillaises que ce chasseur sous-marin a découvert un trésor. C'est un buste d'Apollon en marbre. On le daterait de la période hellénistique, 4e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est le début d'un extraordinaire chantier sous-marin. Entre 12 et 40 mètres de fond sous une épaisse couche de sédiments, les archéologues mettent au jour pour la première fois les vestiges d'un édifice grec. Ça pourrait être un bâtiment antique qui a été réutilisé et cannibalisé et ensuite jeté dans le port puis dragué. Donc on pourrait retrouver éventuellement les vestiges d'un temple, ce qui serait quelque chose de merveilleux.
Dans la rade de Marseille, une centaine d'éléments de colonnade et de statues ont été repérés, probablement détruits et rejetés là par les Romains, parfois à peine rongés par la mer. On trouve encore les traces très fines dans la sculpture d'une sandalette dont les lanières de cuir sont maintenues par un petit cœur, à la façon d'une sandale et d'une tongue actuelle, je dirais. Sur des dizaines d'hectares, ces fouilles sont exceptionnelles pour l'histoire de Marseille. Si la ville fut fondée par les Grecs 600 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait jusqu'à présent aucune trace de l'architecture de l'époque. Les vestiges de son passé sont aujourd'hui à retrouver sous les immeubles modernes, sous les maisons actuelles. C'est la zone des Catalans qui nous donne pour l'instant un premier aspect de cet urbanisme perdu, je dirais, comme une sorte de cité sauvée des eaux, une Atlantide de façon marseillaise, quoi, en quelque sorte. Sur une durée de 3 ans, ces fouilles devraient permettre de rebâtir en partie Massalia, la Marseille des Grecs. C'est dans 15 jours que les 20 concurrents du Vendée Globe prendront le départ pour ce tour du monde à la voile en monocoque, en solitaire, sans escale et sans assistance. De quoi imposer aux plus chevronnés des mesures de sécurité indispensables pour se préparer et survivre dans des conditions extrêmes. Et tout commence par les gestes qui sauvent. Julien Beaumont, Hugues Buchard. Il faut bien l'appuyer sur la peau au départ pour vraiment qu'elle puisse bien pénétrer profondément. Dans le vif du sujet, cours de premier secours pour les skippers du Vendée Globe. Encadrés par des médecins, les concurrents font des points de suture sur des pieds de cochon. Là c'est bien tenu, donc l'eau de mer ne va pas pouvoir pénétrer à l'intérieur, l'infection non plus, donc ça va cicatriser. Des gestes à connaître avant de partir plus de 3 mois seul en mer. Se soigner, ça fait partie des choses vitales, et même plus quelquefois que de réparer son bateau. Seul lien médical avec la terre, ce médecin joignable 24 heures sur 24 pour aider les marins en cas de pépin. Ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'ils seront peut-être obligés de faire un jour ou l'autre à bord. Et donc, à partir du moment où ils savent le faire, eh bien, on a déjà fait la moitié du chemin. J'ai plus rien à leur apprendre, ils n'ont plus qu'à appliquer avec mon aide. Autre passage obligé, la visite de sécurité. Le sifflet, le feu. Pendant 2 heures, tout le bateau va être inspecté. 12 pages de questionnaire, de vérification, un document bien utile en cas d'urgence. Ce sont des listes qui sont non seulement pour contrôler leur propre sécurité, mais qui sont des données qui seront communiquées à tous les centres, ce qu'on appelle les MRCC, c'est-à-dire les centres de recherche et de sauvetage dans le monde entier. Obligatoire aussi les balises comme cette montre. Chaque navigateur la porte en permanence de manière à être repéré par les autres skippers. Si un concurrent est tombé à l'eau, que j'arrive sur zone, avec ce récepteur-là, j'ai un signal lumineux plus un signal sonore qui me définit la direction dans laquelle il faut aller. Les bateaux, eux aussi, ont été vérifiés. Tous doivent être capables en cas de chavirage de se remettre droit sans aide extérieure. Autant de précautions dans un seul but, ne pas revivre le Vendée Globe 96. Des bateaux retournés, des marins naufragés et une disparition, celle de Jerry Roof. Heureusement, l'édition 2000 s'est bien mieux terminée. Michel Desjoyaux, le vainqueur, et tous les autres concurrents sont rentrés à bon port. Sur le circuit du Mans, spectaculaire course de camions, des centaines d'engins, poids lourds, semi-remorques, incroyablement décorés comme à la parade pour s'affronter et se mesurer. Julien Benedetto, Pierre Le Petit. Au 24 heures camion, le spectacle n'est pas seulement sur la piste. On savait les routiers sympas, on les découvre artistes. Des œuvres d'art sur 4, 6 ou 8 roues qui symbolisent l'amour du chauffeur pour son instrument de travail. Avec leurs poids lourds aux sérigraphies romantiques, les camionneurs jouent les séducteurs. Le public en a pris plein les yeux. On les critique tellement sur la route ou autre, c'est bien de venir les voir, de parler avec les chauffeurs, de demander un peu où en est la profession, comment elle se passe et tout ça, parce que c'est un métier quand même qui est très dur. Surtout ne dites pas tuning, mais camion décoré. Sur le circuit Bugatti devant 35 000 spectateurs, concours de beauté et tenue de soirée pour les semi-remorques. S'il vous plaît dans les camions. Et les klaxons, les phares, l'accélération, ça vaut tout, quoi. Mais les 24 heures camions, c'est surtout une compétition acharnée entre camions de course dans un nuage de gasoil. 1200 chevaux sous le capot, de 0 à 160 km/h en 7 secondes. La course de camion, c'est très spectaculaire. Les accrochages sont fréquents et dans le paddock, les champions goûtent même une notoriété insoupçonnée. Il y a très peu de sports mécaniques en France qui amènent sur les circuits français entre 20 et 30 000 entrées payantes. Il y a très peu de choses. À part le camion et la Formule 1,
Le temps d'un week-end, les camions font presque oublier les autos et les motos qui font le mythe du circuit des 24 heures. Mais demain, les pilotes d'un jour laisseront le casque pour reprendre le boulot, toujours en camion, mais un peu moins vite. L'art contemporain à l'honneur ce week-end avec la FIAC, le rendez-vous des collectionneurs et des amateurs. Un immense marché où plus de 200 galeries sont représentées. L'occasion pour nous de découvrir une institution peu connue du grand public, le Fonds national d'art contemporain, qui possède la plus grande collection d'œuvres en France. Abdel Mostefa, Yann Moine. Des achats, il y en aura peut-être plus tard, et ce sera avec l'argent de l'État, pour le compte du Fonds national d'art contemporain. Pour l'instant, Henri Griffon parcourt la FIAC et fait des repérages. Henri Griffon travaille dans l'ameublement, mais 2 fois par an, il vient siéger dans une commission. Avec 12 autres membres, il propose des œuvres qui seront achetées ou non par le Fonds national d'art contemporain. Très concrètement, on arrive avec 3 ou 4 propositions que l'on essaie de défendre comme des dossiers d'avocats. Ça, vous ne l'avez pas vendu? Le FNAC achète des œuvres, les prête et fait aussi office de mémoire avec ses nombreuses collections d'artistes. Au fil des ans, les membres du FNAC sont devenus des acteurs majeurs de l'art contemporain. Ce sont des professionnels et on compte sur eux pour diffuser cette collection, non pas dans les 3 prochaines années, mais quand je serai mort. Sous les tours de la Défense, le FNAC, un trésor exceptionnel. En sous-sol, sur plusieurs étages, quelques 20 000 œuvres les plus diverses sont réunies. Garous, Télémac, Rosa. Les collections du FNAC sont effectivement extrêmement variées, surtout depuis 20 ans, où on achète aussi bien du mobilier, le vase pièce unique, le tableau traditionnel, l'installation vidéo, l'œuvre virtuelle et des œuvres emballées. Le FNAC n'est en fait qu'un espace de stockage. Ça bouge, ça se transporte sans arrêt. Les œuvres sont prêtées Weiss, aux musées ou aux il y a un administrations. grand mur de bennes. Parfois, elles sortent en très grand nombre d'un coup, comme pour cette exposition à la Porte Dorée à Paris. 2000 objets appartenant au FNAC, de quoi avoir une vue d'ensemble sur l'histoire récente du design, de quoi comprendre ce que les designers ont derrière la tête. L'événement cinéma avec la sortie très attendue d'un long dimanche de fiançailles. Dans cette adaptation du roman de Japrisot, Audrey Tautou joue le rôle d'une jeune fille persuadée que son fiancé n'est pas mort dans les tranchées en 1917. Un film signé Jean-Pierre Jeunet, salué déjà par les critiques. Pascal Deschamps, Patrick Voix. À nouveau réunie l'équipe d'Amélie Poulain, presque une famille, acteurs, scénaristes, embarqués dans une de ces aventures dont Jeunet a le secret, lui qui n'aurait pu, sans le succès d'Amélie, adapter ce long dimanche de fiançailles. Depuis l'avis de décès, elle se raccroche obstinément à son intuition comme à un fil ténu. Jamais elle ne se décourage. Plus qu'un roman, c'est à la fois une magnifique histoire d'amour, un film de guerre et une enquête policière, celle que va mener Mathilde pour retrouver son fiancé, condamné à mort pour mutinerie et disparu dans les tranchées. À ta place, j'oublierai tout ça, Mathilde. Ça sert à rien de poursuivre du vent. Ça s'appelle de l'espoir. Jeunet, qui rêvait d'adapter le livre depuis toujours, ne pouvait que tomber amoureux de Mathilde. Je m'identifie un petit peu à ce personnage par sa ténacité, et peut-être c'est parce que j'ai eu un parcours aussi de volonté comme ça, puisqu'à l'âge de 17 ans, j'étais employé des PTT, et pas pendant les périodes de vacances, pendant 3-4 ans, j'étais parti programmé pour faire ça. Donc pour passer des PTT à un long dimanche de fiançailles avec 45 millions d'euros, il faut aussi, comme Mathilde, dévaler la colline et en vouloir quand même, évidemment. Le fil est rompu, Manel. Mais je renonce pas. Audrey Tautou apporte à Mathilde une force et une émotion nouvelle, même si, comme à chaque fois, elle reste insatisfaite. Il faut que j'ai une certitude. C'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'espoir d'avoir fait mieux. Lui, je crois, est satisfait de la façon dont j'ai interprété Mathilde, mais je pense que Mathilde, c'est un personnage qui est tellement humain, tellement profond, tellement dense, qu'il y a 1000 façons d'exprimer le courage, la détermination, la ténacité, la souffrance. En reconstituant la guerre, Jean-Pierre Jeunet voulait aussi rendre hommage à la souffrance des poilus. C'est ainsi qu'entre des scènes époustouflantes et le romantisme de la quête de Mathilde, le film trouve son équilibre. J'arrive au virage avant la voiture. Manek reviendra vivant. J'arrive au virage. Un film ambitieux qui reste toujours à hauteur d'homme.
C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h55 urgence. Minuit 10, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain, dès 6h30 télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Renaud Dutreil. 13h, Christophe Ondelat. 20h, Carole Gessler. Et puis demain soir, complément d'enquête présenté par Benoît Duquesne avec un thème, être otage, et un reportage sur le journaliste de France 2, Jean-Louis Normandin, qui, 17 ans après sa captivité, retourne au Liban. Excellente fin de soirée sur France 2.